je vais prendre l'exemple des États-Unis, et que tu vas pour un offre d'emploi, on te demandera qui est-ce que tu connais. Si tu vas en France, on te dira quelles études tu as fait. Et si tu vas au Royaume-Uni, on te demandera tout simplement qu'est-ce que tu sais faire. Avoir des moments de doute, c'est normal. Et c'est même plutôt sain. Ça veut dire que vous êtes sur le point de repousser des limites. Quand Pierre et moi sommes passés de développeur à manager, on s'est posé beaucoup de questions. Et c'est sur cette base que nous avons créé Tech Run-ins, pour échanger sur nos problématiques quotidiennes et devenir de meilleurs leaders petit à petit. Toutes les 2 semaines, on vous propose du contenu sur le leadership technologique, sous forme de conversations, de débats ou d'interviews. Le contrat est simple, on vous emmène avec nous dans nos questionnements et on avance tous ensemble. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin avec nous, que ce soit sur une problématique de leadership, de management ou encore d'organisation, Pierre et moi proposons désormais de l'accompagnement personnalisé pour vous, vos équipes, vos leaders ou même pourquoi pas votre start-up. Si vous souhaitez emprunter nos cerveaux pour avancer plus vite, rendez-vous sur tech-runins.fr pour convenir d'un premier échange. Je vous laisse maintenant avec votre épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tech Run-ins, le podcast francophone du leadership technologique où toutes les 2 semaines on vous partage nos conversations et réflexions pour vous aider à maximiser votre impact et propulser vos équipes vers de nouveaux sommets. Je suis Julien Deray et comme toujours, je suis accompagné de Pierre Ferré-Ferrand. Comment ça va Pierre ? Ça va super Julien, content d'être rentré de vacances et on en parlera un peu plus. Mais avant tout, pourquoi est-ce que le nom a changé ? Eh bien, le nom a changé parce que on a envie de s'ouvrir l'esprit un petit peu avec Agilist. On est toujours très très content de parler d'agilité et de méthodes agiles en général, mais après 2 ans maintenant, on se trouvait un peu à l'étroit dans cette boîte. On s'est rendu compte que plutôt 2 fois qu'une, on a un petit peu tordu les sujets pour les faire rentrer un peu dans la boîte de l'agilité au chausse-pied, et on avait envie juste d'aller chercher un super set, un surensemble de l'agilité et d'aller plus sur ce qui fait vraiment notre quotidien, à savoir le lead étendu, le lead technologique. Donc voilà, ce que vous pouvez attendre de feu agiliste et de Tech Run-ins maintenant, ça va être toujours de l'agilité évidemment, mais on va essayer de parler comme aujourd'hui de recrutement, mais de leadership technologique en général, l'organisation d'équipe. On va essayer de pas s'adresser que aux Scrum Master et aux Product Owners, mais aussi à des recruteurs, à des CTO, à des seniors, à des développeurs, à des... On va amener, comme on en parlait, donc vous avez déjà fait la genèse de pourquoi est-ce qu'on avait commencé à l'origine Agiliste. C'est parce qu'on avait ces discussions-là avec Julien. Une fois qu'on avait arrêté de travailler ensemble, ça nous manquait d'avoir ces discussions. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais donc du coup passé Scrum Master. Julien venait de monter sur un poste de manager. Moi-même ai rejoint un poste de manager par la suite. Et donc, ça faisait beaucoup de sens dans notre développement de carrière où on était vraiment sur un aspect où l'agilité et le management, c'était vraiment la priorité du moment pour nous de monter en compétence dessus. Mais c'est vrai et vous avez senti à travers les différents épisodes qu'on avait déjà fait, notre expertise est bien sûr plus grande que ça. Et on voulait justement trouver quelque chose qui nous correspondait mieux, où on était plus à l'aise pour avoir des invités qui justement sortaient. Et parce que on voulait pas non plus, pas saboter, mais on voulait pas trop tordre le principe d'agiliste pour pouvoir amener des gens avec qui on a vraiment envie de parler. On pense vraiment que ça reste dans les gens qui nous écoutent, dans vraiment les gens à qui on veut parler. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'étendre un petit peu notre comment on peut dire, notre image et aussi notre nom pour aller avec. Et on pensait fortement qu'Agiliste nous restreignait trop au niveau vraiment de la méthode, des méthodes agiles. Et donc, voilà, c'est pour ça que Tech Run-ins maintenant sera le nouveau nom qu'on veut donner à ce podcast. Et on espère que vous continuerez à nous suivre, que vous ne serez pas trop triste que le nom ait changé. Et on vous prépare plein de bonnes surprises pour cette année à venir. Et du coup, les épisodes précédents restent toujours d'actualité, restent dans la ligne édito du podcast. Comme on dit, c'est plutôt, on va chercher un surensemble de l'agilité plutôt que vraiment un shift complet. J'en parlais avec Guillaume Vendée qui fait Tech Café et avec qui j'anime Relife. Son podcast Tech Café avait commencé en tablette café à l'époque. Et pareil, au bout d'un moment, ils se sont dit, peut-être que la tablette, c'est peut-être pas totalement l'avenir, il n'y a pas que ça en tout cas, et du coup ils se sont dit allez, on va peut-être changer ça en Tech Café au bout d'un moment pour aller chercher un surensemble de ça et aller couvrir toute la tech.
Et voilà, j'ai un peu l'impression que c'est normal, ça fait partie du cycle aussi. Au-delà de ça, enfin, pas au-delà de ça, mais en parallèle de ça, avec Pierre, vous l'avez sûrement entendu en pré-roll si on a fait le pré-roll d'ici là, on a envie de proposer aussi de l'accompagnement aux entreprises tech sur ce qu'on appelle, comme je disais, le lead étendu. Donc ça va être du lead technique, de l'organisation, de l'agilité évidemment, peut-être aller même jusqu'au produit, en tout cas dans ce qu'on est confortable d'apporter. Mais c'est une vieille idée qui germe depuis des années entre Pierre et moi d'essayer d'aller vers de l'accompagnement et du coup à travers Agilist et Techronix d'aider les leaders de la tech, d'essayer nous-mêmes d'aller fouiller, gratter des idées pour se former de notre côté, interviewer des gens pour monter aussi en compétences et découvrir des nouvelles facettes du métier, des nouveaux angles, des nouvelles expertises. Mais on a aussi envie maintenant d'essayer de professionnaliser ça, donc que ce soit au niveau startup, comment recruter, commencer à recruter, par où commencer, quel stade technique, etc. Ou sur une transition agile qui se passe pas exactement comme vous voulez, ou si vous cherchez de l'accompagnement pour vous et ou votre équipe, vos équipes. Si vous cherchez à prendre du recul sur une situation et que vous voulez solliciter notre expertise, eh bien c'est maintenant tout à fait possible. Donc on vous y encourage, on vous donnera des liens. On a techronins.fr qui va être en ligne quand vous écouterez cet épisode et on vous en parlera régulièrement. Parfait. Bon bah voilà pour l'intro et pour l'explication de pourquoi est-ce que le nom a changé. Sinon, quoi de neuf, Julien, de ton côté ? Écoute, de mon côté, un été plutôt... J'ai surtout travaillé globalement, mais j'ai aussi voyagé, j'ai réussi à aller en Estonie, un peu pour le travail, mais en même temps un peu pour le tourisme. Un petit crochet par la Finlande aussi. Bref, je me suis promené. J'ai déménagé très récemment aussi dans un bureau qui est beaucoup plus grand, dans un appart qui est plus grand. Ça m'ouvre l'esprit, ça a débloqué pas mal d'énergie qui était un peu bloquée dans mon ancien appart qui était finalement un peu exigu, et ça développe un peu ma créativité aussi, je trouve, hein, avec l'énergie, la créativité, la curiosité, tout ça, j'ai l'impression revient un petit peu. Donc je suis au top pour cette rentrée, et on en parle d'ailleurs dans Relife. On a fait la rentrée du podcast Relife où on parle exactement de créativité et de curiosité et la place de la créativité, qu'est-ce que ça apporte, comment est-ce que vous pouvez la cultiver, etc. Je vous encourage à aller y jeter une oreille si ça vous intéresse. Quoi de neuf de ton côté, Pierre ? Plutôt riches actus aussi. Ouais. Donc, ça y est, vous pourrez plus me retrouver au pub du coin. Maintenant, ce sera le bon bar français. Puisque je suis rentré en France, donc, après presque 6 ans au Royaume-Uni à Londres. Donc voilà, j'ai quitté mon boulot, j'ai changé d'horizon, comme on dit. Et donc maintenant, je me situe à Tours. Donc, si jamais il y a des gens de Tours qui nous écoutent et que vous avez des meet-up ou quoi que ce soit où on peut se rencontrer, ce sera avec très grand plaisir. Pareil, donc, comme je disais, j'ai quitté mon boulot actuel, donc, où j'étais en engineering manager. Et donc, j'ai décidé de partir sur du contracting pour justement me donner plus de temps. J'avais aussi cette envie un peu de revenir sur de la tech plus dure. Enfin, vraiment, voilà, ce que j'aime au cœur, c'est résoudre des problèmes. Évidemment, quand j'étais manager, c'était des problèmes d'organisation, des problèmes d'équipe, des problèmes de décision. Et je voulais vraiment revenir, voilà, à l'envie de créer. Donc, c'est pour ça que j'ai repris un job qui est vraiment très technique en full stack. Et donc, voilà, cette envie de retour aux sources. Donc voilà, pareil, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me retrouve à avoir beaucoup plus de temps pour moi puisque je suis donc, comme je disais, contracteur, donc je suis en fait détaché, on va dire, émotionnellement de l'entreprise. Je vends mon temps contre un service qui est le code que je produis, et donc forcément, ça me permet d'avoir beaucoup plus, on va dire, de cerveau disponible quand j'ai fini ma journée de travail pour pouvoir justement, moi de mon côté, avoir des projets, passer du temps de qualité avec ma famille et mes amis. Donc voilà, un retour qui s'est super bien passé et très heureux de découvrir Tours. C'est une très belle ville. Excellent. Et ouais, je te souhaite d'avoir plus de temps de cerveau disponible après le boulot. Ça fait du bien de retrouver un peu d'équilibre. C'est ça, ouais, c'est vraiment ce qui me manquait. Je l'ai surtout senti sur la dernière année où au boulot, c'était... alors voilà, c'est aussi, ça fait partie des responsabilités de monter en galon, mais ouais, ça a vraiment pris beaucoup de temps et je suis très content d'avoir pris cette décision.
Ouais, c'est ce qu'on aime aussi avec les startups, c'est que t'as cet attachement un peu émotionnel où ça te prend un peu au trip, donc t'avances et tout, mais il y a le risque aussi de se faire, de se laisser un peu happer par le truc, quoi. C'est ça. Ça devient notre bébé, puisque j'étais là quand on était à peine 10 dans la boîte. On était plus d'une centaine quand je l'ai quitté. La moitié de l'équipe, c'était moi qui les ai amenés, formés. Donc forcément, ça me faisait quelque chose. Mais ça reste une bonne décision. Et comme on dit, rooting from the sidelines. Donc voilà, je leur souhaite de réussir, surtout sans moi. Et voilà, tout le bonheur pour eux. Excellent. Donc, vous l'aurez compris, plus que jamais, on va pouvoir avoir la caution technique de Pierre et la caution un peu managériale de mon côté. Et puis, la grosse intersection qu'on a au milieu entre tous les deux. Donc, on espère que ça va pouvoir donner un peu de couleur. On continue à donner un peu de couleur à tout ça. Sans transition, le programme d'aujourd'hui, on avait envie de commencer la rentrée en parlant de recrutement. Comment recruter une bonne équipe tech, en tout cas, qu'est-ce qu'on a vu ailleurs ou dans nos expériences et quel est simplement notre avis là-dessus. Je pense que le mois de septembre, c'est un petit peu cette période, un peu une des périodes charnières où on est juste après l'été, mais un peu avant Noël. Donc là, hop, c'est le moment où on peut réussir à rentrer quelques recrutements quand on en a besoin et où le marché vient un petit peu s'exciter juste pour quelques mois. Donc on s'est dit que ce sera intéressant d'en parler. Pas mal de sujets, mais voilà, on n'a pas exactement préparé, on a juste quelques bullet points, donc on va y aller un peu comme ça nous vient. Je vais prendre un sujet au hasard pour commencer. Diplôme ou pas diplôme? Alors celui-là, il est intéressant, surtout qu'en plus, alors ça dépendra évidemment des gens qui nous écoutent, mais certains auront fait toute leur carrière, toutes leurs études, toute leur carrière en France. Julien et moi, on a eu la chance de pouvoir ouvrir nos horizons, comme on dit, à d'autres pratiques. Donc au Royaume-Uni, on va parler de la mentalité anglo-saxonne. Et il y a une phrase très connue, alors ce qui est très stéréotypé, mais je l'aime beaucoup. Si tu vas alors je vais prendre l'exemple des États-Unis, et que tu vas pour un offre d'emploi, on te demandera qui est-ce que tu connais. Si tu vas en France, on te dira quelles études tu as fait. Et si tu vas au Royaume-Uni, on te demandera tout simplement qu'est-ce que tu sais faire. Et c'est une des grandes choses que j'ai extrêmement apprécié au Royaume-Uni, en fait, c'est que quand je suis arrivé là-bas, j'avais la chance d'avoir évidemment fait le classico-classique d'un ingénieur en France, donc 5 ans d'études, master 2, titre d'ingénieur, donc ce qu'on peut espérer de mieux pour se mettre sur le monde du marché. Et en ayant parlé donc avec quelqu'un que je connais très bien chez Accenture, donc dans les grands groupes, on va dire, il y a vraiment une grille tarifaire par rapport aux sorties d'école. Et non seulement il y a votre diplôme qui est pris en compte, mais de quelle école vous sortez. Et donc, par exemple, le diplôme en soi va vous changer de plusieurs centaines d'euros le salaire où vous allez être pris. Et même l'école va jouer à quelques dizaines, voire même centaines d'euros d'écart entre les écoles. C'est vous dire à quel point, en fait, ils se basent là-dessus. Et ce qui est vraiment dommage, et pour toute personne qui a été en école d'ingé, c'est que vous avez une classe de 30 élèves. Je peux pas croire que les 30 élèves sont des clones qui sortent de la même école. Évidemment, il y a des écoles qui ont plus de réputation, plus connues, mais le problème, c'est qu'on va toujours avoir, même dans des grandes écoles qui sont très prestigieuses, des gens qui ont bénéficié de l'effet où ils ont été amenés au diplôme, mais on va dire ils ont eu ce que j'appelle un petit diplôme, c'est-à-dire sans vraiment mettre l'effort, sans avoir forcément l'envie. Et on peut prendre une école qui est peut-être beaucoup moins reconnue, là où on aurait eu quelqu'un qui se sera vraiment, pendant 5 ans donné, aura vraiment appris tout ce qu'il pouvait, sortir d'école avec un énorme bagage. Là où j'ai trouvé ça très intéressant au Royaume-Uni, c'est que justement, les gens ne s'arrêtent absolument pas au diplôme. Ils s'arrêtent vraiment sur qu'est-ce que tu as fait, donc l'expérience acquise. Et en fait, ils considèrent le diplôme comme simplement de l'expérience supplémentaire. Mais pour eux, le diplôme n'est pas facteur de ce que la personne peut faire. Et surtout, c'est qu'ils vont demander aux gens de prouver ou d'avoir le maximum, on va dire, de points où ils peuvent s'accrocher pour comprendre ce que la personne est capable de faire. En se disant, si demain, cette personne travaille avec nous, qu'est-ce qu'elle peut faire dans plusieurs points de vue? Est-ce qu'elle va nous amener la vision qu'on veut? Est-ce qu'elle va savoir faire le travail dont on a besoin qu'elle fasse? Et surtout, est-ce que cette personne sera capable d'elle-même de nous amener quelque part où on ne l'aurait pas pensé? Ou est-ce qu'elle sera capable de se challenger à apprendre quelque chose de nouveau? Et c'est vraiment un point de vue qui m'a, moi, amené, où par exemple, avant, je me disais, non, même dans ma tête, je me disais, non, il faut mon diplôme. Quand j'aurai mon diplôme, j'aurai, ça, choisi mon école pour essayer d'avoir une école qui est dans les plus prestigieuses possibles pour être bien vue et tout ça. Et en réalité, une fois qu'on commence à travailler vraiment, on se rend compte qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément de diplôme, qui ont même, on va dire, des carrières assez atypiques, mais qui ont en eux un feu sacré, on va dire, de vouloir être développeur et d'être bon développeur. Et donc, pour moi, aujourd'hui, le diplôme ou pas diplôme,
ça rapporte, on va dire, ça peut faire gagner quelques années, ça peut amener, on va dire, une rigueur technique que des personnes qui se sont formées elles-mêmes n'auront pas forcément, mais c'est pas toujours le cas. Et j'ai vu plus d'exceptions que j'ai vu, on va dire, la norme, sachant que du coup, un bon recruteur saura trouver ces personnes qui sont vraiment motivées et qui ont faim d'apprendre. Et donc, même sans avoir eu, on va dire, le parcours académique classique, pourront se révéler être des très bons ingénieurs, voire même meilleurs que certains qui seraient sortis d'école avec un diplôme où on leur a appris exactement comment faire. Donc voilà, c'est mon point de vue dessus. Donc ne pas s'arrêter à un diplôme du tout et ne même pas s'arrêter à une formation. C'est vraiment là où je pense que d'avoir un bon recruteur qui peut sentir ces choses-là et amener la personne à parler de ces choses-là, à mettre en avant leur passion et leur envie d'apprendre, de savoir faire et qu'est-ce qu'ils savent faire, c'est vraiment là où c'est important pour moi au niveau du recrutement. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Je dirais que sur les premières années, le diplôme, ça va pouvoir donner une indication, plus ou moins une estimation, peut-être de ce que la personne connaît, ou en tout cas les bases qu'elle a, mais c'est aussi l'intérêt des écoles, c'est aussi de créer un standard, et on parle notamment quand on est ingénieur de la CTI, la commission de titre ingénieur, mais pour avoir travaillé avec un certain nombre de graduates, de gens qui sortaient d'école, le standard est pas toujours exactement le même d'une école à une autre. Donc c'est sûr qu'il y a des écoles qui sont excellentes et on sait pourquoi, elles produisent vraiment des personnes qui ont un standard qui est très haut. Mais j'ai envie de dire la plupart, et surtout après ça se lisse très très vite dans les années, comme tu disais, de mon expérience, une fois passé 2 ans, enfin quelqu'un qui va passer 2 ans à être dans une petite équipe qui fait pas grand chose et où il va pas apprendre grand chose, il va vite se retrouver dans la sauce ou un peu dans le bas du panier, alors que quelqu'un qui pour X ou Y raison va tomber sur le bon mentor, la bonne entreprise, quoi que ce soit, va vraiment se retrouver à coder, à apprendre très vite, à voir plein de choses différentes, à être stimulé, et ça dépend aussi des technos qu'il va rencontrer, qu'il ou elle va rencontrer. On peut assez rapidement avoir tout ou rien, quoi. Et j'ajouterais aussi, c'est sûrement une histoire que j'ai racontée plusieurs fois dans le podcast, mais certains des meilleurs développeurs avec qui j'ai travaillé, c'est des gens qui avaient même pas de diplôme en CS, mais qui sont auto-formés, qui étaient clairs avec ça et qu'on a recruté en sachant ça, en sachant qu'on avait le temps pour les former, en détectant qu'ils avaient une volonté de s'auto-former, pas juste de s'arrêter à ce qu'ils font au travail, mais aussi de continuer à bosser chez eux pour essayer de rattraper entre guillemets leur retard. Et ces gens-là, en fait, au bout de 6 mois, 1 an, ça commence déjà à devenir un peu des brutes. Alors c'est pas, il faut apprendre toutes les bases, les data structures, etc. Enfin, il y a plein de trucs qu'on n'apprend pas dans des bootcamps ou juste comme ça sur Internet. Il ne s'agit pas juste d'apprendre un langage, mais on peut quand même faire une carrière sans avoir un master. Ce que je dirais dans le cadre du recrutement, et c'est un truc sur lequel je suis en train de bosser là-dessus en ce moment même. Je recrute un développeur full stack JavaScript, idéalement qui connaîtrait un petit peu un langage JVM niveau back-end, donc du Java, idéalement du Scala. Alors si vous m'entendez, ça m'intéresse, mais juste du full stack JavaScript ou TypeScript, ça me va très bien. Et on se rend compte par exemple que pour du JavaScript ou du TypeScript, on se retrouve avec beaucoup de gens quand même qui ont pas un masters en informatique, qui ont appris le JavaScript parce que c'est assez facile à pick up et puis qu'on peut faire rapidement du front-end, c'est plus visuel. C'est un peu par là qu'on commence, j'imagine maintenant. On se rend compte que le niveau du Tech Challenge qu'on va recevoir en fonction si la personne a un master ou pas, ou en tout cas un diplôme en computer science ou pas, la différence est vraiment très très notable, quoi, parce que il y a des concepts un peu de base il suffit de commencer à demander du coup cet algorithme, est-ce que tu peux me donner un peu la complexité. La plupart des gens qui ont juste fait un bootcamp ou qui ont appris tout seul, ils vont pas avoir le problème en fait de leur algorithme, alors que parfois même sur le front-end, si tu commences à donner une grosse liste, ça peut vite exploser en complexité et faire un truc un peu sale, quoi. Donc le diplôme me permet quand même parfois de faire j'évite d'utiliser ça comme
alors, c'est jamais le seul critère, mais j'évite de l'utiliser comme un critère tout court. Dans certains cas, ça permet quand même un petit peu de faire le tri, on va pas se mentir. Ouais, non, complètement d'accord, et ça nous amène donc sur un autre point, donc ramener le niveau pour les auditeurs qui seraient pas dans la technique comme nous. Mais le point là-dessus est très intéressant. Donc il faut savoir, surtout quand on recrute quelqu'un, savoir faire la différence entre quelqu'un qui fait et quelqu'un qui sait faire. Et c'est d'autant plus vrai avec des langages comme le dit Julien, comme JavaScript. En quelques semaines, je prends le pari que n'importe qui peut faire du JavaScript. Mais savoir faire du JavaScript, c'est-à-dire savoir coder, savoir comment faire une structure de code, savoir comment faire réutiliser du code, savoir les complexités algorithmiques, toutes ces choses-là, c'est pas des choses qu'on vous apprendra en bootcamp. En bootcamp, on vous apprendra, il y a un problème, je vais te dire comment le faire. Et malheureusement, le problème de ces formations qui sont courtes, c'est qu'en fait, on va avoir un seul problème, un seul axe pour le résoudre, et en fait, on va pas s'ouvrir à qu'est-ce qui se passe derrière au niveau de la technique. Et donc, c'est justement là où en amenant sur ce sujet-là donc des langages, on va avoir des langages qui sont très accessibles. JavaScript est le meilleur exemple, je pense, aujourd'hui, où on peut très rapidement avoir un résultat. Le problème qu'on va voir derrière, c'est est-ce que cette personne-là va être capable de le faire une fois, de le faire deux fois, certes, mais quand on va avoir besoin de réutiliser du code, quand on va avoir besoin par exemple, d'optimiser du code, là, généralement, des personnes qui sortiraient de ces formations-là ne sauront tout simplement pas comment le faire. Et donc, c'est important de savoir d'abord ce qu'on recherche. Est-ce qu'on veut faire uniquement des prototypes? Est-ce qu'on veut juste des choses qui marchent à peu près, ou est-ce qu'on a dans l'idée d'aller vers l'optimisation plus tard? Donc c'est là où, donc pour expliquer donc les langages, donc on va parler par exemple de JavaScript, on va parler de Java, on va parler de Scala, on va parler de PHP. Certains de ces langages-là sont utilisables donc au niveau du front-end. Donc front-end, quand vous êtes sur un site, c'est ce que vous voyez, c'est-à-dire tout ce qui va être visuel que vous avez devant vos yeux. Et on va parler du back-end, c'est-à-dire en fait du code qui tourne sur un serveur, qui lui en fait va être tout ce qui va être accéder à une base de données, aller demander à un autre serveur, par exemple pour la météo, il y a un serveur donc vous voyez en fait votre météo qui s'affiche sur l'écran. Derrière, vous avez un serveur sur lequel tourne du code back-end, et ce code-là va aller parler à un serveur météo en disant: est-ce que tu pourrais me donner la température qu'il fait aujourd'hui et la température qu'il fera demain? Cette information revient dans le back-end, est transmise au front-end, et le front-end vous l'affiche. Il y a des langages, du coup, comme JavaScript, qui vous permettent de travailler des deux côtés. C'est-à-dire, vous allez pouvoir écrire un front-end en JavaScript et vous allez pouvoir écrire un back-end aussi en JavaScript. Il faut savoir que rien que déjà le fait qu'on ait du JavaScript qui tourne sur des serveurs, c'était pas du tout ce pourquoi le langage a été fait à la base. C'est-à-dire qu'il y a eu donc un autre acteur qui vient qu'on appelle Node.js, qui est en fait un moteur qui a été créé pour justement permettre de faire tourner du code JavaScript qui était à l'origine uniquement pour tourner sur un navigateur tel que Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox. Et donc, ils ont réussi à l'emmener sur du back-end. Des langages, par exemple, tels que Scala, sont faits de base pour tourner uniquement sur des serveurs. Et donc, là où avec des langages comme Scala, on va pouvoir aller sur des optimisations au niveau du code, on ne pourra pas forcément le faire avec des langages tels que JavaScript. Ça, c'était un petit peu pour résumer, grosso modo, comment les langages fonctionnent et à quoi ils servent. Maintenant, si on parle d'un aspect recrutement, qui est le sujet d'aujourd'hui, comme l'a dit Julien, si jamais vous affichez post JavaScript, front-end, back-end, full stack, vous allez potentiellement avoir des centaines de candidats qui vont se présenter devant vous. Maintenant, si vous proposez une offre en Scala, vous allez avoir beaucoup moins de gens qui vont venir vous voir. La raison pourquoi est-ce que c'est le cas? Puisqu'en fait, Scala a on va dire une courbe d'apprentissage qui est beaucoup plus complexe que JavaScript. JavaScript, on peut avoir des résultats très rapidement, on peut faire du front, on peut faire du back. Scala va demander déjà pas mal de notions beaucoup plus complexes pour pouvoir accéder et pouvoir écrire du code. On aura, par exemple, je vais donner un ordre d'idée, mais en une journée, ce qu'on peut faire en JavaScript prendra peut-être à quelqu'un une semaine en partant du principe que la personne ne connaît pas, peut-être même plus, pour réussir à obtenir le même résultat. Pourquoi est-ce que j'explique ça? C'est parce que justement, sur ce cas-là, on va se retrouver sur des profils qui vont être plutôt académiques, donc des personnes qui auront dans ce cas-là des diplômes d'ingénieur, des personnes qui vont être plus expérimentées, et donc des personnes qui vont généralement demander des salaires plus élevés. Les deux sont tout à fait viables. La grosse question à se poser quand on recrute, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que je recherche? Et aussi, cette question-là, il faut se la poser à plusieurs étapes quand on avance dans son entreprise. Généralement, et ce sera toujours mon approche, il y a un principe en développement qu'on appelle KISS, Keep it stupid, simple. L'idée, c'est vraiment de commencer avec quelque chose de simple, quelque chose de tellement simple que c'en est stupide. Et donc, à ces moments-là, quand on commence du prototypage, quand on est vraiment à rechercher à faire des proof of concept, donc de vérifier qu'un concept peut fonctionner et tout ça, JavaScript, voilà, je me lance, je sais que tout le monde sera peut-être pas d'accord
parmi nos auditeurs, JavaScript est un très bon choix puisqu'on peut très rapidement itérer, très rapidement prototyper. Et donc, on peut avoir des résultats et des retours. En fait, on peut très rapidement mettre en main quelque chose à nos utilisateurs avec un coût qui est relativement faible et des cycles d'itération qui sont très rapides. Cela dit, c'est comme je disais, ça peut tourner pendant 6 mois, pendant peut-être 1 an, mais ensuite, il faut se reposer la question. Aujourd'hui, on a trouvé notre cible, on a trouvé notre marché, on a une application qui fonctionne, mais les utilisateurs trouvent que c'est assez long, c'est assez lent, et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à se reposer la question, OK, on a quelque chose qui fonctionne, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie d'aller chercher des développeurs qui sont plus expérimentés parce qu'on veut garder le JavaScript, parce qu'on aime bien l'approche, on veut garder les personnes qu'on a, elles sont peut-être pas forcément ouvertes à se reformer sur un langage complètement différent, et dans ces cas-là, ce que je recommanderais fortement, c'est d'amener des personnes qui ont de l'expérience, et c'est là où je parlais justement des profils peut-être plus académiques, ou du moins des gens qui sont beaucoup plus expérimentés, puisque dans ces cas-là, en gardant le même langage, on peut apporter de la structure au code et à l'infrastructure et à beaucoup d'autres choses, mais ça permet en fait d'avoir un cadre qui va permettre en fait d'avancer, donc de réutiliser, donc d'avoir des cycles de développement relativement rapides. Le risque, et si jamais vous êtes dans ce cas-là, où à chaque fois que vous faites une release et que vous voulez des nouvelles features en plus, des nouvelles fonctionnalités, vous trouvez que ça prend de plus en plus de temps, généralement, c'est parce que vous continuez à avoir une approche qui est vraiment du prototypage ou du « je fais juste la fonctionnalité et on verra ce qu'on fait plus tard ». Et malheureusement, si vous continuez comme ça, il y a un moment où vous allez arriver en bout de piste et ça va vous prendre, par exemple, je dis une bêtise, mais 1 mois pour développer une feature qui, il y a 1 an avant, quand vous commenciez le projet, qu'il était tout frais, ça vous aurait peut-être juste pris 1 semaine. Et c'est là où, justement, indépendamment du langage, c'est important de savoir quel cadre vous voulez donner, quel niveau d'expertise vous recherchez. Généralement, pour des startups, vous n'avez pas forcément besoin, et c'est d'ailleurs même quelque chose que je dirais, cherchez pas à avoir une solution parfaite, puisque ça vous prendra trop de temps, et d'ici que vous y arrivez, quelqu'un d'autre vous aura certainement pris votre idée. Par contre, d'avoir quelque chose qui fonctionne, où vous pouvez avoir des clients, c'est vraiment la chose à rechercher au début, même au niveau de la technique. On peut toujours rattraper la technique au début d'une startup, mais par contre, il faut toujours se poser les bonnes questions et savoir à quel moment pivoter et prendre du temps pour revenir sur ce qu'on a fait et repartir sur des bases plus saines. Donc voilà mon approche sur les stacks et les langages. C'est ça. Donc, d'où l'importance de bien différencier aussi les niveaux des personnes et pas juste se poser cette question-là quand on rencontre la personne, mais se poser la question déjà quand on fait la job description, la fiche de poste, de se demander qui est-ce que je recherche. Est-ce que je cherche quelqu'un de super senior qui va m'aider à apporter de la structure à tout ça, que ce soit du leadership technique ou du leadership globalement pour l'équipe, hein. Parfois c'est important d'avoir quelqu'un qui va pouvoir leader l'équipe à un niveau plus stratégique aussi, dire ah bah attendez, bah là les gars, d'accord, c'est bien, ça fonctionne, mais si vous galérez, c'est parce que tout est tout emberlificoté comme ça, donc bah peut-être cet endroit-là, on veut peut-être l'extraire, on peut peut-être avoir un serveur spécifique pour ça, on peut peut-être quelqu'un qui va à venir avec de l'expérience et de la maturité, et apporter de la maturité à votre stack technique. Ou alors peut-être que à l'inverse, vous avez beaucoup de seniors ou de gens qui vont bien comme ça, et à ce moment-là vous pouvez peut-être aller chercher plus du junior et commencer à former, créer je parle souvent d'un moment de convection. Ça parlera que aux ingénieurs probablement, mais en gros vous avez la chaleur monte, donc voilà, l'idée c'est toujours une fois que vous avez une bonne dynamique au niveau des seniors, essayer de continuer à créer cette pyramide, prendre des juniors qui vont arriver en bas de l'échelle et ils vont se faire happer par les seniors avec voilà, ça permet à vos seniors de continuer à se former, d'être un peu challengés aussi sur leur pratique parfois, parce que quand on a c'est un peu ce beginner's mindset, l'œil du débutant, on va pouvoir commencer à poser des questions peut-être un peu naïves, mais parfois aussi mettre le doigt sur des trucs qui sont plus des traditions, des trucs qu'on continue à faire mais on sait plus trop pourquoi. Et en général, quand on devient le mentor, le coach, le buddy de quelqu'un, on n'essaie de pas dire trop de bêtises, donc peut-être on va essayer de gratter un peu. Il faut expliquer les trucs, donc expliquer, ça va être cristalliser le savoir. Donc si vous êtes à une étape où vous avez le temps, où vos développeurs ont le temps et que vous avez le budget, c'est toujours une excellente chose d'aller chercher un junior ou quelqu'un qui sort d'école. Tout ça pour dire que réfléchir au niveau de seniorité de la personne qu'on recherche, c'est mieux de le faire au début. Je vous parle d'expérience.
Et pour revenir sur les langages, moi j'étais développeur Scala pendant pas mal de temps. J'ai été dans beaucoup de startups en premier développeur quasiment à chaque fois. Et du coup, j'ai connu beaucoup de startups qui ont commencé avec Scala parce que les fondateurs, c'est le seul langage qu'ils connaissent et c'est le langage qu'ils préfèrent. C'était ce qui était mon cas aussi. Je peux vous dire que ça a jamais été excellent au niveau du recrutement, parce que assez rapidement on se retrouve à ce que disait Pierre, quoi. Genre le Scala typiquement c'est un langage hyper niche, et il y a d'autres langages niches. Il y a plus de langages niches que de langages pas niches de toute façon, j'imagine. Mais genre typiquement Haskell, Rust, etc. C'est des très très beaux langages. Moi j'aime beaucoup Scala, c'est hyper élégant et comme tu dis, c'est comme c'est niche, il y a une barrière à l'entrée quand même, donc ça veut aussi dire que niveau recrutement, la personne de toute façon a probablement un master parce que c'est globalement ce qu'il faut pour comprendre ce cas-là. Je caricature évidemment, mais j'ai formé plein de gens qui avaient pas de diplôme en informatique à ce cas-là et ils s'en sortent très bien, mais bref, c'est un langage un peu niche, mais du coup ça veut dire que le recrutement, vous allez attirer moins de personnes, mais je trouve que le tri derrière est plus facile à faire. Toujours est-il que quand on est une startup et qu'on n'a pas un rond et qu'on cherche des développeurs, trouver des juniors Scala ou des seniors Scala qui vous coûtent pas un bras, c'est hyper compliqué, quoi. Alors que si vous lancez sur JavaScript, vous allez toujours trouver plein de gens. Faut faire un peu le tri et tout, mais c'est beaucoup plus facile de trouver des gens et du coup vous avez plus de chances que ça rentre dans votre budget, que ce soit dans la ville que vous cherchez, que ce soit avec le niveau d'expertise et la vision et la culture que vous recherchez. Donc un autre point aussi qui est intéressant pour n'importe qui serait sur les problématiques de recrutement. Donc, on va parler rapidement. Donc, j'aime beaucoup le terme les classes de développeurs. On peut aussi parler un peu des stéréotypes, des choses comme ça. Il faut aussi être très clair. Donc, on parlait très clair sur évidemment le langage que vous recherchez. Comme l'a dit Julien, la seniorité que vous cherchez. Ne pas faire l'erreur d'ouvrir un poste où vous dites oh oui, junior, mid, senior, lead. Voilà, on est prêt à tout recevoir. Si c'est le cas, c'est qu'à mon avis, vous n'avez pas bien réfléchi à la problématique. Ninja, c'est ça. Ah, quand je vois ça sur la description, c'est un gros warning de pas y aller, puisque ça veut dire on ne sait pas ce qu'on cherche, mais venez, on va peut-être trouver un truc pour vous, c'est jamais bon signe. Les classes de dev, donc c'est qu'est-ce que vous recherchez? Quel est l'élément? Quelle est en fait l'essence d'un développeur que vous recherchez? Est-ce que vous recherchez quelqu'un de très technique que vous pouvez limite laisser dans son coin et vous savez que tout seul, il va réussir à faire de bonnes choses, mais même lui cherche à être un petit peu isolé pour justement pouvoir avancer vite, avancer sur des problématiques probablement complexes où il n'y a pas besoin d'être beaucoup, mais il y a besoin de vraiment quelqu'un qui se creuse la soupière pour vraiment trouver une solution? Est-ce que vous recherchez au contraire quelqu'un qui va être beaucoup plus fédérateur, c'est-à-dire qui va peut-être être moins qui va écrire peut-être moins de code à la fin de la journée, mais qui va réussir à fédérer plus de monde, à propager des idées, à amener de nouveaux concepts? Est-ce que vous cherchez ce que moi j'appelle l'explorateur, c'est-à-dire est-ce que vous cherchez à innover vraiment au niveau technique et vous avez besoin de quelqu'un qui est toujours à la recherche de la nouvelle technologie, le nouveau plugin, la dernière librairie AI qui vient de sortir, toutes ces choses-là? Est-ce que vous recherchez quelqu'un qui est simplement pas bosseur, mais quelqu'un en fait qui cherche vraiment à implémenter beaucoup de code? Il y a aussi des gens qui ont une passion, c'est-à-dire ils cherchent pas forcément l'innovation technique, ils cherchent pas forcément à utiliser la toute dernière technologie, ils veulent pas forcément bosser dans leur coin, mais ils veulent vraiment écrire beaucoup de code, ils veulent avoir beaucoup de rendu à la fin de la journée. Est-ce que c'est ce que vous recherchez? Essayez vraiment de vous poser la question, qu'est-ce qu'on recherche et ce dont on a besoin. Là où vous allez avoir une grosse frustration si vous amenez quelqu'un dans votre organisation, et la frustration sera même pour la personne qui vient, c'est que si c'est quelqu'un où vous dites oui, nous on est vraiment toujours à la pointe de la technologie, on recherche quelque chose comme ça, donc on va plutôt être sur un type d'explorateur, et qu'au final vous venez lui dites voilà, nous on est toujours sur Note 12, qui est une version qui est deprecated, si vous l'utilisez toujours, changez. Mais bref, en gros, si vous avez une vieille stack technique, que vous n'avez aucune volonté de le changer, mais pour attirer du monde, vous dites aux gens oui, on cherche à aller vers une nouvelle technologie et que vous le faites pas, vous allez perdre du temps à recruter quelqu'un que vous allez pas garder très longtemps, puisque cette personne va partir, puisqu'elle sera pas intéressée par ce que vous avez proposé. Donc soyez sûr que quand vous mettez en avant votre description de poste et le type de personne que vous recherchez, c'est totalement en adéquation avec ce que la personne, elle, recherche. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est un bon développeur, mais si vous lui vendez quelque chose
chose qu'il ne trouvera pas dans le poste, je vous assure que vous le garderez pas plus de 6 mois. On est aujourd'hui on est encore, même si ça, soi-disant, ça devrait changer avec l'IA, on verra dans quelques années, mais on est toujours dans un marché où les développeurs alors je parle toujours des bons développeurs, ont toujours le choix d'aller à peu près là où ils veulent ou là où on veut bien les prendre parce qu'ils matchent. Si jamais vous amenez quelqu'un sur une base où vous lui offrez pas ce que vous avez promis, la personne restera 6 mois et partira. Donc si c'est votre façon de faire de changer d'un développeur tous les 6 mois, déjà c'est pas bon puisque vous formez quelqu'un, vous lui donnez du business context et surtout c'est les 6 premiers mois, c'est pas là où la personne va être la plus productive et vous allez la perdre au bout d'un moment. Donc, si vraiment vous cherchez à amener des gens sur le long terme pour être avec vous et avoir les développeurs les plus performants que vous pouvez avoir, assurez-vous toujours que vous êtes toujours honnête avec eux sur qu'est-ce que vous proposez et qu'est-ce que vous amenez. J'ai récemment discuté avec l'Empire, qui est une, alors je peux même plus dire start-up, mais on va dire scale-up parisienne, où ils ont été très clairs. Par exemple, ils utilisent un framework qui est pas du tout un framework sexy, qui est pas du tout quelque chose qui, on va dire, dans les trends, pas quelque chose que les gens cherchent activement, mais ils expliquent très bien pourquoi est-ce qu'ils sont dessus, pourquoi est-ce que ça fonctionne pour eux, et ils sont très clairs dès le début. Et une question qu'on m'a posée 2 fois quand j'ai discuté avec eux, c'était vraiment voilà, et ils ont vraiment insisté en disant on utilise cette technologie-là, on n'a pas du tout envie de changer, on en est très content, c'est pas une technologie que tu vas prendre avec nous et qui va être super sexy à remettre sur ton CV, mais pour nous ça marche. Et on a des ingénieurs qui sont venus avec, qui étaient pas sûrs, qui voulaient voir, et certains, ça fait 3-4 ans, ils sont encore avec nous. Et donc ils étaient vraiment très clairs sur le pitch, et c'est quelque chose que je trouvais très appréciable, puisqu'ils disaient dès le début, on a ce qu'on a, on veut pas changer, mais au moins c'était très clair, et j'ai extrêmement apprécié cette honnêteté, et je recommande à tous les recruteurs de faire de même là-dessus. Ouais, effectivement, les premiers mois, j'ai même envie de dire presque la première année, voire un peu plus, après ça dépend, mais en gros cet ordre de grandeur là, tu payes les intérêts en fait du recrutement encore. T'as l'impression que c'est bon, t'as recruté ta personne, mais en fait c'est le moment où tu vas devoir la former, la personne ça va lui prendre 3-6 mois pour vraiment être up to speed, et encore 6 mois de plus pour se faire un réseau un peu interne dans l'entreprise, si c'est une entreprise qui a plus de 50 personnes. Donc si c'est pour qu'elle reste 1 an et demi, franchement, c'est pas la peine, quoi. Donc, bien se poser la question de qu'est-ce qu'on a à offrir, qu'est-ce que la personne a à offrir. Je pense qu'on peut parler des entretiens d'embauche, on va transitionner là-dessus. Mais les entretiens, ils servent vraiment à ça. C'est pour nous, en tant qu'entreprise, à comprendre la personne et à filtrer un peu, entre guillemets. C'est de trouver la bonne personne, la personne qui nous correspond, mais c'est aussi faire bien attention à ce que on corresponde exactement à la personne. Par exemple, quand j'ai des développeurs qui viennent justement pour un poste full stack et qui disent ah bah ouais, mais je veux travailler dans la crypto, je veux faire du web 3, etc. Je leur dis écoute Coco, ça arrive qu'on fasse, tu vois, évidemment on est une entreprise crypto donc on fait du web 3, mais là pour ce poste là bien spécifique, pour ce rôle là dans cette équipe, ça arrive que on te mette un peu sur des trucs comme ça parce qu'il y a un besoin spécifique, mais 90%, 95% ce sera pas ça. Donc si c'est vraiment ce que tu cherches, tu vas être déçu, quoi. Et parfois il vaut mieux commencer l'entretien comme ça et que la personne dise ah bah du coup ça m'intéresse pas. Bah c'est bien, vous avez gagné 20 minutes de votre temps et la personne a gagné 20 minutes de votre temps et de son temps, et puis on peut avancer, quoi. Et du coup les entretiens servent à ça, et notamment je voulais parler de l'entretien culturel parce que c'est un peu un truc, je lis un peu tout et rien dessus. Moi, c'est un exercice que j'aime bien et c'est quelque chose qu'on fait à Swissborg. En gros, pour notre process de recrutement, peut-être qu'on peut parler un petit peu de ça. Ça diffère un peu d'une entreprise à l'autre, mais dans notre cas, je pense que c'est assez standard. C'est que tu vas avoir un premier screening, donc il y a quelqu'un qui va t'appeler, qui va juste valider que voilà, tu sais à peu près de quoi tu parles et que tu es à peu près motivé et que t'as à peu près recherché sur la boîte. Alors bref, des banalités. Ensuite, il y a le Tech Challenge. Donc on t'envoie un petit exercice, tu nous l'envoies. Un truc, juste pour revenir sur les diplômes, un truc que j'ai beaucoup aimé quand je suis arrivé en Angleterre. Moi, je venais juste d'avoir mon diplôme de l'école des mines. En France, on m'envoyait déjà des offres alors que j'avais même pas fait d'entretien, juste parce que j'étais sur l'annuaire. Et en Angleterre, on me disait juste, même pas de screening, même pas d'appel, ni rien. On m'envoyait un lien GitHub. Bonjour, tu fais ça.
puis tu fais l'exercice, et puis ensuite, en fonction de ça, on verra déjà si on t'appelle ou pas, quoi. Tu vois, déjà, la mentalité est pas du tout la même. Et je trouvais ça assez cool, en fait, parce qu'au moins, voilà, si tu viens d'avoir ton diplôme, mais que tu sais rien faire, bon, ben, on t'appellera pas. Donc maintenant, bah, c'est soit t'as appris à l'école, soit t'as eu la chance, soit tu te formes, mais il faut que ça vienne de toi, tu vois. Donc, bref, parenthèse fermée. Donc on a le Tech Challenge, ensuite on revoit le Tech Challenge, en général qu'il soit bon, à moins qu'il soit vraiment terriblement mauvais, mais en général on va quand même ensuite appeler la personne pour l'entretien technique, où là on va parler vraiment du Tech Challenge, parce que finalement le Tech Challenge, c'est l'exercice, il est pas tout faux ou tout juste, c'est juste qu'on veut comprendre un petit peu où est la personne. Ça nous permet aussi de se donner une idée. Nous on cherche un senior, la personne dit qu'elle est senior, et ben, on cherche un Tech Challenge de senior. Ça nous permet, à la fin de l'entretien technique, on doit pouvoir se dire, ok, nous, ce qu'on recherche, c'est ça, ce que la personne, l'image qu'elle a d'elle-même, c'est ça, et est-ce que ce qu'on voit, c'est vraiment en adéquation avec tout ça, est-ce que tout ça, c'est cohérent, et alors que, bah, du coup, recevoir un exercice qui est pas incroyable, bah, peut-être que sur ce poste-là, on cherche justement un junior et que bah, finalement ça va et que c'est cohérent quand même, donc faut pas avoir peur de ça, je pense. Et finalement, il y a l'entretien culturel, le fameux cultural interview, que certains appellent aussi plutôt que le culture fit, c'est le genre company fit, value fit interview. Il y a plein de termes comme ça. Ou du coup c'est un entretien, j'aimerais bien avoir ton opinion dessus, mais c'est un entretien qui est un peu bizarre parce que du coup là c'est un entretien où un peu, là c'est plutôt les managers en général qui font ça, où on arrive et puis on pose vraiment des questions hyper bizarres, du style est-ce que tu as un livre à nous recommander, ou rappelle est-ce que tu peux nous parler d'une fois où tu as vraiment bien merdé. Ou des trucs comme ça. Ok, ton avis sur Elon Musk? Ouais, non, on avait exactement le même en fait, et on a inclué justement des personnes qui étaient même pas du tout en fait de notre donc comment on peut appeler ça, de notre donc en fait pas du tout des ingénieurs, ni même on prenait par exemple des gens qui étaient à la comptabilité ou des choses comme ça. Alors toujours des personnes qui étaient managers pour justement avoir cet aspect dessus, mais on faisait exprès en fait d'amener des personnes qui n'allaient pas du tout parler de tech, et même pas en fait de lien avec la tech, purement sur un aspect humain et un aspect culturel, et justement ces questions-là étaient très intéressantes parce que ça permet en fait d'avoir une vision de la personne au-delà de vraiment quelles compétences on attend qu'elle amène, qui est dans notre cas des compétences techniques, des compétences on va dire qui sont un peu de challenger au niveau du produit, tout cet univers-là, mais vraiment d'amener en se disant est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler, est-ce que c'est quelqu'un par exemple qui est ouvert à la communication, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de recevoir du feedback, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de s'améliorer tout bêtement. Et ça pour nous c'était des valeurs extrêmement importantes, et donc c'est pour ça qu'on mettait un point d'honneur. Il faut savoir que à la fin de tous ces entretiens, il y a toujours une réunion avec toutes les personnes qui ont participé aux différentes étapes et aux différents entretiens avec la personne, et il faut savoir qu'on mettait toujours un point d'honneur à dire que si on avait un non à n'importe quelle des étapes, on pouvait toujours discuter, mais si on avait un non au cultural fit, c'était un non complet, quels que soient les résultats. On pouvait avoir une pépite au niveau technique, si la personne on la sentait pas au niveau culturel et on sentait que ça allait être un poids dans notre groupe plus que quelqu'un qui allait nous amener quelque chose de positif, c'était systématiquement refus. Et j'ai trouvé cette approche extrêmement saine, puisqu'on peut toujours s'améliorer au niveau technique, on peut toujours s'améliorer sur toutes les compétences qu'on a, mais il y a quelque chose qui changera jamais, c'est toujours faire des efforts et changer dans le temps, mais c'est clairement la partie qui prendra le plus de temps, puisqu'on est qui on est, et ça demande énormément d'efforts de changer qui on est plutôt que ce qu'on fait. Et là où justement on avait un œil très ouvert sur la personne peut changer et apprendre de nouvelles compétences, on se disait que ça allait nous prendre beaucoup plus de temps, et on parle d'un travail sur plusieurs années pour changer comment on est avec les autres, comment on est avec soi-même, quelle image on a des autres. Et donc si on mettait un point d'honneur à ce que le culture fit soit toujours parfait, sinon on laissait passer la personne. Ouais, et puis même, tu vois, changer la personne, c'est hyper difficile. Peut-être la personne ne veut pas changer aussi. Enfin, tu vois, exactement. T'es un peu dans des dilemmes quasiment moraux. Finalement, ça reste que le boulot, tu vois. Si ça fit pas, ça fit pas, c'est pas grave, tu vois. La personne finira par trouver quelque chose. Bien sûr. Dans les startups, moi, à Londres, j'imagine que c'est le cas dans toutes les startups, le mojo, c'est souvent hire slowly, fire quickly. Prends ton temps à embaucher, mais par contre, vire rapidement, parce qu'en général, t'as pas assez de temps, t'as pas assez de moyens, il faut que ça aille vite. Donc si quelqu'un va pas, si t'as les périodes d'essai, typiquement c'est un truc sur lesquels
dans plein de cas, dans des expériences passées, j'ai vu où tu vois, tu sens bien pendant les premiers mois que ça matche pas exactement, puis tu dirais mais la personne va s'améliorer, machin et tout, que ce soit sur le point de vue personnel ou le point de vue technique, où t'as toujours envie d'avoir de l'espoir, etc. Puis du coup tu passes la période d'essai, puis au bout de 6 mois, 9 mois, tu te rends compte qu'il y a toujours pas de résultat, et du coup tu te retrouves un peu bloqué parce que ton pipeline de recrutement il a été fermé il y a longtemps, c'est plus difficile de licencier la personne, et bref, tout devient assez compliqué, alors que finalement au bout de 2 mois, la personne, elle est encore assez fraîche sur ses process de recrutement, donc elle peut sûrement rebondir plus vite. Et puis on n'est pas obligé de la virer comme ça, comme un malpropre, on peut en parler pour de vrai, quoi. Et pareil pour du côté de l'entreprise, enfin du coup t'arrêtes de payer tes intérêts et juste tu repars directement dessus. Donc c'est un mauvais recrutement, ça coûte toujours beaucoup d'argent à la personne, à l'entreprise. Enfin c'est jamais bon. Donc voilà, prendre son temps, et comme tu disais, s'il y a une personne qui dit non, déjà il faut vraiment discuter. Tout est pas obligé d'être un veto, mais en général nous c'est un peu pareil, on a une note de 1 à 4, s'il y a 1, 2, en général c'est juste non, quoi, peu importe l'étape, et on essaie en général d'avoir au moins un 4 aussi, c'est-à-dire que on va pas dire, si quelqu'un a 3 partout, c'est que tout le monde est bon, ouais ça va, quoi. Mais tu vois, il n'y a pas un coup de cœur, quoi. On a envie que ce soit des coups de cœur, quoi. On a envie d'avoir des gens qui sortent du lot, ont envie, et on a envie, nous aussi, de travailler avec eux, quoi. Tu te dis, moi, je vais avoir un nouveau report, un nouveau développeur, bon, il est sympa. C'est chiant, quoi. Parce que si toi, tu penses ça, peut-être les autres vont penser ça, et c'est pas grave, tu vois. Tout le monde n'est pas obligé d'être super likable, mais... Non, on avait exactement pareil. Donc, comme je disais, si on avait... Donc, c'était vraiment au niveau culturel, mais ça pouvait être n'importe quel entretien. Si on avait un nom catégorique, c'était non, parce que ça a coupé court. À nouveau, on pouvait discuter, mais justement, s'il y avait l'autre qui était trouvé ce qu'on appelait un spike, donc du coup un pic, et vraiment, voilà, on cherchait. Et donc, le nombre de fois aussi où c'est arrivé, on avait quelqu'un qui était correct, bon partout, mais on n'avait pas ce spike qu'on cherchait, parce que justement on cherchait des gens qui étaient très bons au moins quelque part. Ça pouvait être à tout niveau, ça pouvait être technique, ça pouvait être relationnel, ça pouvait être organisationnel, ça pouvait être communication, ça pouvait être même, comme on le disait, culturel, mais il nous fallait un spike pour dire oui, cette personne-là, on la veut vraiment avec nous parce qu'elle sort du lot, elle a quelque chose qu'on n'a pas vu chez les autres, et c'était aussi important pour nous. Donc du coup, de jamais avoir, on va dire, de 0 pointé ou de red flag, et il nous fallait un spike, un pic où on se disait cette personne-là se démarque vraiment sur cet aspect-là, et on aimerait qu'elle travaille avec nous. Et donc, c'est important. Dites-vous que quand vous recrutez, c'est comme j'aime beaucoup cette expression-là, happy wedding, un mariage heureux. C'est vraiment dans cette idée-là, c'est-à-dire il y a la partie un peu la lune de miel et tout ça qui va arriver au début, ça va être assez rose et tout ça, mais dites-vous vraiment dans le temps, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous voulez rester et vous voyez dans le long terme avec vous? Et si vous vous visualisez pas dans le temps avec cette personne dans votre organisation, c'est généralement que cette personne-là n'est pas faite pour votre organisation. Donc, c'est vraiment un point important de se projeter dans le futur. 2 apartés que je ferai là-dessus. Le premier, c'est que si jamais vous avez un point vraiment précis à résoudre, vous avez une problématique donnée et vous cherchez pas forcément quelqu'un qui va développer ses compétences dans le temps ou vous amener quelque chose dans le temps, n'hésitez surtout pas à aller vers le contracting. On pense souvent dans le contracting à un coup perdu, et j'ai remarqué ça beaucoup plus en France qu'en Royaume-Uni. J'ai l'impression qu'il y a un pragmatisme au Royaume-Uni qui manque un petit peu en France. Si vous avez un besoin ultra spécifique et que vous avez besoin de quelqu'un pour la tâche, prenez un contracteur. Oui, ça vous coûtera plus cher, mais vous aurez une phase de recrutement qui sera beaucoup plus courte et vous savez que cette personne-là vient pour une mission. Le double intérêt, c'est que si ça se passe bien et que derrière, vous voyez que cette personne-là, vous l'aimez beaucoup dans le temps que vous avez avec cette personne-là, il y a toujours moyen de négocier pour que cette personne vous rejoigne. Mais le contracting, je sais que ça fait peur puisque les gens sont affichés plus cher que ce que vous allez payer votre salarié à la fin du mois, mais n'oubliez pas derrière que vous prenez beaucoup moins de risques et surtout, ça vous engage, on va dire, à rien, puisque vous savez que la personne part au bout de 3 mois, 6 mois à la fin de la mission. Et derrière, vous pouvez toujours la recontacter et d'aventure, il pourra se passer quelque chose. Ça, c'était mon premier point. Et le deuxième aussi, tu parlais des tech tests. Un gros point que j'ai remarqué en France en revenant par rapport au Royaume-Uni, énormément d'entreprises pensent qu'il faut, on va dire, passer un peu en mode usine quand on fait des tech tests. Et souvent, les équipes techniques, je trouve, sont très délaissées au niveau, alors à moins d'arriver dans des entreprises qui ont une très bonne culture, mais beaucoup trop d'entreprises, en fait, délèguent la partie du test technique aux recruteurs. Et les recruteurs, ne sachant tout simplement pas comment faire un bon recrutement technique, vont passer par des outils où vous allez en fait être présenté avec des
des challenges ou des tests techniques qui sont en fait des tests techniques pour des gens qui sortent d'école. C'est-à-dire, on va vous demander de faire de l'algorithme pur. C'est pas parce que vous savez faire de l'algorithme pur que derrière, vous allez avoir quelle est la meilleure manière de présenter une UX, une UI au niveau front-end ou de faire une bonne architecture au niveau back-end. C'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en avant sur la partie du recrutement et dans les phases de recrutement. Je trouve qu'il y a un gros souci en France où on se base beaucoup trop sur de l'algorithme pur et pas sur qu'est-ce que cette personne a fait avant et peut nous apporter au niveau des compétences qu'elle amène. On s'arrête trop souvent à est-ce que cette personne sait utiliser le langage X, Y, Z et est-ce qu'il remplit bien toutes nos cases. Et malheureusement, je peux pas blâmer les recruteurs puisque c'est beaucoup plus facile de le faire, mais derrière, vous allez souvent avoir de mauvaises surprises au niveau des gens que vous recrutez qui vont juste savoir faire parce que c'est des exercices bateaux et qui malheureusement vont pas avoir, on va dire, l'élévation suffisante pour se poser devant un problème où là, on n'est plus juste sur du code, mais on parle de comment l'utilisateur va interagir avec, comment est-ce que mon serveur va communiquer avec les autres serveurs, comment est-ce que je vais pouvoir faire toutes ces choses-là. Et c'est justement quelque chose où j'invite tous les recruteurs qui pourraient nous écouter ou tous les techniciens qui nous écoutent, qui sont pas forcément les process de recrutement, à aller vers soit les recruteurs vers les ingénieurs ou les ingénieurs vers les recruteurs pour vraiment les aider à trouver des tests techniques qui font du sens et surtout qui sont proches de ce que votre entreprise a besoin et là où vous espérez qu'une personne serait intéressée par le test technique. Ouais, à 200% sur tout ça, en particulier sur les contracteurs. Tu vois, j'avais pas eu l'occasion de travailler trop avec des contracteurs avant parce que j'étais dans des entreprises fauchées, mais maintenant à Swissborg, j'ai eu l'occasion récemment de travailler plusieurs fois avec des contracteurs et c'est trop bien quand tu tombes sur la bonne boîte, quand tu commences à créer une relation en plus avec eux, qui peuvent ils te sortent une épine du pied vraiment hyper vite et tu peux même avoir parfois faire appel à la même équipe de temps en temps, tu vois, genre plusieurs fois, une fois par an, 2 fois par an sur des problématiques ponctuelles et tu te retrouves finalement avec le même designer, le même chef de projet, les mêmes développeurs, les mêmes contacts en interne. Les mecs, la première fois, il leur faut 2 semaines pour être à peu près dans le truc. La deuxième fois, il leur faut 2 jours et puis c'est parti, quoi. Et en plus, voilà, tu te mets d'accord sur une timeline. Tu pars pour 3 mois. Hop, à la fin des 3 mois, t'as ton truc qui est livré. Ciao, merci. Et puis à la prochaine. Franchement, il faut pas hésiter, quoi. Surtout comme tu disais sur des besoins hyper spécifiques. Je voulais terminer sur tout ce dont on a parlé, et notamment sur le standard que vous attendez. Nous, on parlait de standards qui sont assez stricts sur prendre vraiment son temps pour... ça dépend, je trouve quand même, je vais mettre un peu de relief à ça. Ça dépend un peu de la phase dans laquelle on est dans une entreprise. Quand tu es dans une phase un peu d'hypergrowth, comme on dit, où tu vas doubler ta masse salariale tous les ans, je dis pas qu'il faut baisser le standard, mais je dis que tu vas peut-être pas toujours... tu peux te permettre de faire des erreurs. Tu vois, si tu embauches 50 personnes dans la même année, si tu fais 1 ou 2 erreurs, c'est chiant, mais bon, c'est pas trop grave. Si t'es comme dans un marché qui est un petit peu comme en ce moment, où tout le monde est un petit peu fait un petit peu attention à tous les gens qui recrutent, là tu vas vouloir sûrement mettre la barre quand même un peu plus haute, justement parce que tu t'engages vraiment doucement. Donc je dirais peut-être, voilà, faut se poser la question. Je dis pas que c'est tout ou rien, mais il faut peut-être se poser la question. Et sur les tests de recrutement, à 200%, à Swissborg, c'est vraiment de l'artisanat, quoi. C'est vraiment chacun de vos tech challenges va être épluché par au moins 2 développeurs. Et c'est cool, quoi, parce qu'après, quand la personne arrive en entretien technique, et ben voilà, on a des vraies questions à leur poser sur Tech Challenge, on regarde dans le code, on leur pose des vraies questions dessus, et derrière, une fois que t'as été recruté, quand tu rentres dans l'entreprise, et ben tous les gens avec qui tu vas travailler, qui ont le même poste que toi, ont fait exactement le même Tech Challenge. Donc en plus, ça crée t'as un espèce de groupe, et toi derrière, quand tu vas quand tu vas toi-même participer au recrutement d'autres personnes, et ben t'as pas besoin, tu vois, tu comprends, tu peux te mettre à leur place. En tant que développeur, ok, moi je suis passé par là, ouais, je suis tombé dans le même piège, etc. Et du coup en entretien, et du coup il y a une culture vraiment qui se développe là-dedans, une culture un peu de corps, tu vois. Et c'est quelque chose qui est bien. Donc je pense effectivement ça prend du temps, etc. Mais bien organisé. Et si t'expliques bien à tes développeurs pourquoi, et c'est important qu'ils le fassent et pourquoi ils font ça, franchement ça se passe bien. Et nous en tout cas, ça a donné
des très bons résultats. Je fais les entretiens techniques en ce moment parce que justement je forme des développeurs qui ont pas d'expérience en recrutement et qui ont personne pour leur apprendre. Et du coup, c'est assez rigolo. Je fais des entretiens pour des développeurs JavaScript. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Non, c'est vraiment un point important. Et pareil, ouais, je vais aussi mettre un petit peu d'eau dans mon vin, mais vous allez, comme l'a très bien dit Julien, vous allez faire des erreurs au niveau du recrutement, mais surtout, essayez d'être pragmatique. Je pense que Julien avait mis un très bon point en avant sur la période d'essai. Essayez vraiment d'en profiter. Le nombre de fois où, alors c'est arrivé quand Julien et moi on était ensemble, on avait fait, alors à nouveau, je rigole pas, mais j'ai toujours cette chose qui me permet de dormir, et ce que nous avait dit Andy, notre CTO à l'époque, il a dit: j'ai très peu de scrupules à laisser partir des gens puisque je sais qu'on est dans la tech et retrouveront assez facilement du travail, puisqu'on essaie de prendre au plus possible des bonnes personnes qui n'auront pas de mal à se remettre sur le marché du travail. Et justement, il faut toujours vous dire, parce que vous allez peut-être avoir un petit peu une boule en vous disant: mince, cette personne-là, c'est moi qui va aider son recrutement, mais ça se passe pas comme je veux, et vous allez avoir un petit peu ce petit démon sur votre épaule en vous disant: non, mais plutôt le petit ange, ne le fais pas, il faut essayer, et le problème, c'est que si vous posez déjà la question, à mon point de vue, c'est déjà trop tard. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Ayez la discussion la plus saine et la plus honnête avec la personne en me disant: est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas trouvé? Est-ce que tu n'es pas au final motivé par ce qu'on t'a expliqué et ce que tu as trouvé au final? Mais surtout, soyez honnête, et surtout, il vaut mieux, comme disait Julien, simplement perdre ce que vous avez investi au début plutôt que de garder la personne et d'avoir une discussion beaucoup plus difficile 6, 9 mois, 1 an après, où la personne vous aura peut-être créé des problèmes dans les équipes, ça va créer de la frustration, elle n'est pas motivée, ou elle n'est pas du tout au niveau où on l'attendait et tout ça. Donc n'oubliez jamais que la période d'essai est faite pour ça, et vraiment, c'est dur, mais vraiment, ça vaut le coup de le faire, de prendre la bonne décision. Donc voilà, important, à nouveau, je le redis encore, c'est pas facile. Julien et moi, on a dû laisser partir des gens de cette manière-là, mais je peux vous assurer que la plupart du temps, vous vous sentirez mieux. Alors évidemment, après, pas avant. Et le nombre de fois où les personnes m'ont contacté en disant... mais, enfin, pas merci, mais voilà, encore une fois que c'était passé, qui nous ont contactés en disant: je comprends, j'ai retrouvé une boîte où là vraiment j'ai trouvé ce que j'attendais, et c'est sûr que encore 6 mois de plus, j'aurais toujours pas trouvé ce que je cherchais dans les boîtes où vous étiez. Donc voilà, c'est dur, mais c'est la bonne chose à faire. Ouais, exactement. Ouais, c'est des trucs qu'on a vécu malheureusement pas mal de fois, chacun de notre côté, hein, et j'imagine que pour nos auditeurs c'est pareil. Parfois, tu vois que la situation se délite et tout, et il y a un peu cette histoire. Alors je me rappelle plus dans quel bouquin je l'ai lu, ça devait être Radical Candor ou quelque chose comme ça, qui parle de l'histoire russe du mec qui a un chien et qui doit lui couper la queue, et que en fait il a pas envie de lui faire trop mal, donc il lui coupe un petit bout de la queue tu vois, tous les jours, plutôt que de couper d'un coup, tu vois. Et c'est un truc qu'on a vu souvent, mais après, ouais, devoir laisser partir quelqu'un, c'est jamais une expérience agréable. Je pense tout le monde vous dira que en tant que manager, c'est la pire chose qu'on ait à faire, mais quand c'est pour des bonnes raisons, ça permet de dormir la nuit. Et puis on n'est pas obligé d'être cruel non plus, toujours essayer de filer un coup de main à la personne, et puis voilà, c'est la vie, il y a pas mort d'homme non plus, quoi. C'est ça. Et voilà. Et si vous aviez un doute, n'oubliez jamais que Steve Jobs disait dans sa grande j'allais dire souplesse, I'd rather have a hole than an asshole. Je préfère avoir un trou dans mon équipe qu'un trou de cul. Je trouve que ça conclut bien. Et homme sage. c'est un homme sage et plein de compassion, comme vous le voyez. Donc, on va maintenant conclure cette émission. On espère que ça vous aura plu. On n'a pas beaucoup changé le format, finalement, à part le nom et quelques trucs, mais on espère que les nouveaux sujets et ces nouveaux angles vous intéresseront. Avant de finir, Pierre, où est-ce qu'on peut alors, ce sera plus au pub, comme je disais. Maintenant, ce sera plutôt au bar, quoique c'est pas la même ambiance. Mais non, donc, comme je disais, s'il y a des auditeurs sur Tours, ouais, PMU. S'il y a des auditeurs sur Tours, n'hésitez pas à me contacter. Je serais très intéressé d'entrer en contact avec des user groups ou des groupes de développeurs ou des meet-up. Sinon, ce sera sur pierre.ferret-ferrand.fr. Je vais essayer de poster plus de petits blogs, comme je reviens dans la technique. J'aimerais bien partager justement. Donc là, j'ai eu un sujet très intéressant sur les 4 dernières semaines sur lequel j'ai bossé, où je vais sortir un article dessus, parce que
paradoxalement, j'ai trouvé très peu de documentation. C'était pour avoir du coup des passes sur Apple Wallet ou Google Wallet, qui est un sujet très obscur, puisque vous n'avez pas beaucoup de documentation dessus. Et normalement, je devrais, j'annonce pas trop parce que je sais pas quand ce sera le cas, mais je vais essayer de sortir des petits projets de manière plus régulière, des tout petits trucs, soit pour le fun, soit pour voir ce que ça peut donner. Mais j'alimenterai normalement le site plus que juste une static page avec ma tête dessus. Et toi, Julien, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup ? Moi, rien n'a changé. Julien.derry.fr. Toujours pas d'update dessus, mais il y a toujours tous mes liens dessus. Vous pouvez toujours retrouver mon bouquin sur Amazon, How I Planned My Wedding with Scrum. Comme je disais en intro, vous me retrouvez dans le podcast Real Life, l'amélioration du quotidien, avec mes amis Matt et Guillaume. On a fait notre rentrée et on a plein de belles choses qui arrivent pour cette année. Donc très content de partager tout ça avec vous. Et enfin, si vous voulez découvrir comment maximiser votre impact et celui de vos équipes, vous pouvez nous retrouver sur tech-ronins.fr et nous contacter pour qu'on parle un petit peu et qu'on voit comment on peut vous aider. Sur ce, dans 2 semaines, salut Pierre. Salut Julien, salut tout le monde.